Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Bienvenue ce matin sur notre antenne. C'est 10-12 le Zénith qui commence à l'instant et c'est un plaisir encore de vous savoir très nombreux à ce rendez-vous quotidien qui vous donne de mieux comprendre les réalités qui gravitent autour du Cameroun aujourd'hui. Mais surtout, dire aux Camerounais que dans les jours à venir, effectivement, la Cour, la Chambre des comptes donnera, on va dire, les enquêtes, oui, de façon globale, menées autour de l'actualité devenue un peu plus gênant pour beaucoup au Cameroun. L'affaire Covid-Gate aujourd'hui et sur la gestion de 180 milliards de francs CFA attribués au Cameroun en vue de mieux gérer ou encore mieux endiguer la crise sanitaire qui a eu cours depuis 2020 au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme attente concernant ce dossier brûlant à venir? Est-ce qu'on aura au final les 24 administrations qui ont été mises en cause? Et qui sont les têtes qui devraient être coupées? Bon, ailleurs, en attendant bien sûr les propositions des uns des autres. Madame, messieurs, le sujet fait bien sûr jaser pas mal. On en parlera assurément dans les jours à venir. Mais surtout, l'interpellation peut être aussi, si on le veut, sélective concernant l'affaire devenue un scandale d'État également sur les réseaux sociaux. Le Cameroun est en mouvement, on en parle longuement, mais on vous rassurera que dans les jours à venir, après un bon recoupement et surtout un traitement exemplaire, nous nous arrêterons sur le cas Martin Kamimim et nombreux d'ailleurs sont les téléspectateurs qui demandent depuis hier pourquoi on n'en parle pas. On en parlera, mais avec des éléments probants pour mieux vous étayer ou encore mieux vous donner toutes les informations nécessaires au cours de cette histoire. Et ce matin encore, Donald Brice Kamgam, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey Oyengelek et Dominique Pengou, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Vous serez servis, vous êtes chez vous, ici. D'ailleurs, Bombok, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Les Kémites, c'est-à-dire ceux qui se réclament de la culture africaine authentique, croient condamner Laurent Gbagbo pour sa réconversion à l'église catholique. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Vous savez, l'ordre dominant aujourd'hui, c'est du donnant-donnant. Donnant-donnant. On a reproché aussi à Mandela l'icône d'avoir eu des rapprochements avec certains cercles ésotériques. Donc voilà comment le monde se tient aujourd'hui. On ne peut pas se limiter à la seule interprétation officielle, la portée, le chapelet est là. Rappelez-vous bien que c'est au même moment que Blé Goudé lui aussi s'est reconverti au catholicisme, mais également que Sarkozy a été condamné. Donc c'est ça le sort de l'histoire, c'est ça qu'il faut analyser pour mieux apprécier les turpitudes de l'ordre dominant. Donc c'est à nous de bien saisir et non de critiquer à la va-vite. Merci beaucoup Mbon Bengan Kanji. Nous poursuivons. Donald Brice, vous allez bien ce matin? Très bien, merci. Bonjour à tous, bonjour à nos téléspectateurs. Alors on va vers la vaccination obligatoire contre le coronavirus. Les signes étaient de plus en plus clairs. Puisque vous le savez, le chef du gouvernement, lors d'une récente réunion d'évaluation de la riposte nationale contre la pandémie, indiquait que le Cameroun envisage d'aller vers la vaccination obligatoire. Hier, le ministre de la Santé publique était l'invité du 20h30 chez nos confrères de la CRTV. Il a clairement dit que cette vaccination obligatoire est inévitable, a dit Manaouda Malachi. On y est presque. Qu'est-ce qui, bien sûr, peut contraindre l'État du Cameroun à rendre la vaccination obligatoire? La question depuis pratiquement 2 mois aujourd'hui interpelle plus d'un Camerounais. Et on le sait d'ailleurs au niveau du Parlement, la question devait être en débat, mais rapidement a été annulée comme certains nous le faisaient savoir et aurait été par ailleurs en débat plus tard en sourdine. On n'en parle pas assez. Pourquoi rendre la vaccination obligatoire au Cameroun? La question mérite-t-elle d'être posée? Et surtout, où en sommes-nous avec les vaccins? Quelles sont les mesures conservatoires toujours fait autour? Dominique Pengou, bonjour. Bonjour Michel, c'est avec une sueur froide ce matin parce que pour avoir vécu un accident de circulation, 2 motos rentrent en choc ce matin et 2 élèves se retrouvent en train d'être conduits à l'hôpital au lieu de se rendre respectivement dans leur centre d'examen pour le compte du probatoire de la session 2021. On parle de l'axe village entrée Biche ce matin. Donc j'y étais, j'ai vécu la scène et c'était effroyable. On va dire bien sûr beaucoup de courage à ces derniers. En même temps,
et interpellations à ceux et celles qui sont à bord des engins sur nos axes routiers. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour à toutes les jeunes filles qui, comme Malika, un jour ont été humiliées, chosifiées. Il n'y a que peu de femmes dans cette République qui peuvent mesurer l'ampleur de la douleur que vous pouvez ressentir ou bien que vous avez ressenti de voir votre dignité, votre être traîner dans la boue de la sorte. Sachez que encore dans cette République et dans le monde, il y a des femmes qui sont prêtes à vous aider, des femmes qui sont prêtes à vous accompagner, des femmes qui vous tendront toujours la main quand tout le monde vous traitera de prostituée, de tout et de n'importe quoi. Vraiment, beaucoup de courage et également mes encouragements à tout le Cameroun qui depuis un certain temps a montré que l'injustice ne peut plus installer son nid dans cette République. Il faudrait qu'on continue dans cette lancée pour faire changer les choses. Pourquoi pas? Peut-être c'est comme ça qu'on aura la solution à la crise anglophone. On y reviendra assurément sur ce fait devenu un scandale aujourd'hui au Cameroun. On en parlera après des réels recoupements. Rassurez-vous, madame, monsieur, le fait ne restera pas, on dira, incognito dans son entièreté. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. C'est une histoire de polygamie ce matin qui met en scène un monsieur malheureusement de regrettée mémoire qui a épousé sa première femme alors qu'il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc pendant ce temps, ces 20 années, les enfants sont nés, ils ont grandi et le monsieur était quand même modeste. Du moins, il n'avait pas faim, il avait de quoi subvenir aux besoins de toute sa famille. Il s'est marié sous le régime polygamique lors de sa première noce. Et malheureusement ou heureusement, du moins en cachette, il s'est entiché d'une jeune femme qu'il a épousée à l'insu de sa première femme. Et pendant quelques années, il a vécu avec celle-ci. Malheureusement, il y a 17 mois exactement, ou 16 par là, le monsieur est tombé gravement malade. Et cette maladie a eu raison de lui et il est décédé. Aujourd'hui, le problème qui demeure, c'est que 17 mois après sa mort, le corps du monsieur reste toujours à la morgue. Pourquoi? Simplement parce que la première femme et la deuxième sont en train de discuter le corps de ce monsieur. La deuxième femme, qui est au chevet du monsieur pendant qu'il est décédé, a décidé de faire enterrer celui-ci dans la ville de Douala, où il a construit une maison dans sa résidence, et en face d'elle, il y a la première femme qui estime que son mari devrait rentrer au village pour se faire enterrer. Et depuis lors, elles sont dans des tiraillements, dans des tribunaux, parce que chacune d'elles pense avoir raison, et au final, le corps du monsieur reste à la morgue. Donc, la première femme qui nous écrit aujourd'hui aimerait savoir qu'on lui donne des pistes de solutions dans la mesure du possible. Non, pas la première femme. L'histoire qui nous a été renvoyée par un proche, en fait. C'est pas la première femme. Ah, d'accord. Donc, le proche voudrait savoir comment faire, qui décide du lieu de l'enterrement ou pas, ou qui décide du lieu de l'enterrement. Voilà. La question, bien sûr, est posée ce matin, madame, messieurs. Vous êtes très nombreux à vivre assurément ce type de fait. Et comment gérer une telle situation? Vous êtes mort et votre deuxième épouse tient absolument à vous faire être enterré, à vous enterrer justement dans votre domicile de la ville. La première épouse rappelle, quoi qu'il en soit, que cet homme appartient à une famille, à une terre, et il doit retourner justement auprès de ses ancêtres. Alors, cabale, on va dire en même temps, si on va le dire ainsi, mais surtout la justice qui est en mouvement autour d'une affaire pareille. Comment trancher? Qui doit trancher? Et la question évidente est de savoir qui doit décider du lieu de l'enterrement de l'homme dans ce cas. Est-ce la famille? Est-ce la première épouse ou la deuxième? L'histoire en dit long, madame, monsieur, ce matin, on en parle. Et bien sûr, vos avis sont attendus sur la page Equinox TV. Là, nous vous lirons certainement. Allez, je commence par vous ce matin. Donna Briskanga. Est-ce qu'on peut avoir une solution à ce type de problème? Votre avis? Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, cette histoire rappelle l'importance de laisser un testament avant de décéder. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, dit-on souvent. Il est important de préciser ses dernières volontés lorsqu'on est à l'article de la mort, ou même lorsqu'on est encore en bonne santé et qu'on a un certain âge. Je pense que ça aurait pu être tranché. En tout cas, le conflit n'aurait pas pris une telle ampleur. Mais aussi,
je note que le deuxième foyer, dans le deuxième foyer, la femme se considère un peu comme étant, entre guillemets, le chef de la famille. Ça me semble assez maladroit. Je ne pense pas que lorsqu'on décède, le meilleur sort qu'on puisse nous réserver, c'est trimballement. Depuis 17 mois, donc plus d'1 an, que la dépouille est à la mort dans l'attente d'une solution à ce conflit. Je pense que cela ne profite ni à la première ni à la deuxième femme. Je pense que s'il n'a pas exprimé de dernière volonté, ni à son fils, ni à l'une des épouses, la première femme qui, je suppose, de bonne foi souhaite voir l'époux enterré logiquement sur la tête de ses ancêtres, puisque la situation est dans l'impasse, qu'elle laisse qu'on enterre en ville. Vous proposez que la première femme laisse que l'on enterre, ça cède la main à la deuxième en disant bon d'accord, tu as gagné, on enterre notre mari à nous où toi tu as choisi. Oui, il faut trouver un consensus. Si ça a mis autant de temps, ça signifie que la deuxième femme doit avoir des soutiens, y compris au sein de sa famille, au sein de la famille de l'époux. Oui. Je pense que la première femme gagnerait à trouver un consensus avec... Moi, je vais la poser la question de Nagois Kamouran. Quand un juif décède, je parle du juif, quel que soit l'endroit où le juif meurt dans le monde, il retourne auprès de ses ancêtres. Le peuple bamléké, si vous voulez au Cameroun également, parfois assez de ramification du peuple juif, reste dans cette logique-là. Lorsqu'on décède, on rentre dans son village, on allait se chercher en ville, et si on est mort là-bas, on revient au village. On vient t'enterrer auprès de tes ancêtres. Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'une dame impose aux familles de l'écouter, elle, dans ce cas-là? Qu'est-ce qui peut donner autant de poids? Mais Michel, vous savez que les lois sont faites par les hommes. La loi est censée réguler les rapports entre les hommes en société. Et la loi n'est intéressante que lorsqu'elle permet d'apaiser les tensions et de régler les conflits. Lorsqu'une loi manifestement est dépassée par une situation, on cherche le consensus. On cherche le consensus. Le consensus, justement, s'obtient à partir des concessions des uns et des autres. J'ai l'impression que dans cette famille, chacun est de son côté. Tu es au nord, je suis au sud. Et c'est pour cela que l'impasse perdue depuis plusieurs années. Ça signifie que si on s'en tient à la tradition dans cette contrée, c'est la première femme, je vous comprends, qui aurait raison, mais dans cette situation d'impasse, vous pensez qu'il faut continuer à attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans et que la dépouille, j'allais dire entre guillemets, pourrisse à la mort? Non, il faut trouver une solution. La solution sur le consensus. La solution sur le consensus de Dominique Pengo, sur cette histoire ce matin, on nous fait d'abord savoir que l'homme a choisi d'aller épouser cette deuxième épouse sans pour autant en parler à la première. Même si avec la première on est sous le régime de la polygamie, avec la deuxième on est sous le même régime, celui de la polygamie. Alors est-ce que lui-même, l'homme à un moment donné, n'est pas le problème, n'est pas celui qui a créé, on va dire, ce qui se passe aujourd'hui, épouser une femme sans pour autant s'accorder avec la première? Jusqu'ici, est-ce qu'on ne dira pas qu'il est le problème? Votre avis, Dominique Pengo? Non, il n'a pas absolument besoin de s'accorder avec la première, mais si les membres de sa famille sont au courant que ce monsieur est un polygame et que les deux épouses sont connues, là pour moi il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il faudrait apprendre aux hommes, surtout ceux qui optent pour les foyers polygamiques, de savoir arranger et ranger leur vie de leur vivant avant de partir. Maintenant, j'ai envie de poser quelques questions ce matin. Est-ce que ce monsieur a une maison construite au village? Si. Il a une maison également en ville. Voilà. Il était quand même nanti. Voilà, donc il avait ses moyens, il a les maisons construites un peu de partout. Maintenant, est-ce que quand il s'agit des cérémonies traditionnelles et coutumières, les femmes ont parole?
que ces cérémonies soient tristes ou joyeuses. Est-ce qu'on tient souvent compte de la vie des femmes lorsqu'on veut faire des cérémonies traditionnelles? Parce que pour avoir grandi au village, je voyais souvent des cérémonies qui se passaient et les épouses étaient souvent de simples observatrices. C'est-à-dire, elles étaient écartées. C'est-à-dire même quand il y a un deuil, il y a toujours un aîné de la concession qui vient vous donner la directive ou encore le chemin à suivre. Soit c'est le successeur de la concession, soit c'est le représentant du jadis grand-père, soit c'est l'aîné de ce monsieur ou encore l'aîné de leur grande famille, parce que les hommes naturellement rentrent toujours se faire enterrer en terre natale. Maintenant ce matin, j'ai envie de demander, où sont les aînés de cette famille-là? Pourquoi laisser ces deux femmes se déchirer? Pourtant ils savent eux-mêmes que ni la vie de l'une ni la vie de l'autre ne sera prise en compte. Parce qu'aucune des deux femmes n'a le pouvoir de décider où sera enterré leur mari. Maintenant, comme Donald a dit, si ce monsieur avait laissé peut-être un testament ou une dernière volonté écrite avec des témoins, on ne se serait pas englouti dans ce genre de conflit et laissé le corps longtemps. Peut-être pour la petite remarque, selon l'histoire, il y a un testament, il y aurait un testament qui serait détenu par la deuxième épouse, qui est contesté aujourd'hui parce qu'en réalité, c'est le notaire qui devrait restituer cela à la famille. Ouais. Comment la deuxième épouse est-elle rentrée en possession de ce document? On va s'en tenir donc à la loi. S'il y a un testament, personne ne nous dira ici si c'est faux ou vrai, mais il y a un testament, il y a un seul testament. S'il y avait peut-être eu un deuxième testament, là on aurait confronté les deux pour savoir quel est le vrai des deux testaments. Maintenant, s'il y a un seul testament qui stipule que le monsieur aurait voulu être enterré en ville, dans sa maison familiale qu'il a construite en ville, moi je pense qu'on doit respecter ce testament-là, jusqu'au moment où on va nous sortir un deuxième qui conteste le premier. Très bien. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que les deux épouses sont dans leurs droits? Est-ce que c'est elles qui devraient décider? Est-ce que ce n'est pas la famille en réalité de l'homme qui doit décider de l'organisation des obsèques et même du lieu de l'enterrement? C'est pour ça que j'ai dit ici que généralement les épouses ne sont même pas appelées à intervenir, même jusqu'au dépôt du corps de l'époux à la mort. Ce n'est généralement même pas enregistré avec le nom des épouses. Oui. C'est un aîné. Vous savez, quand une nouvelle tombe comme ça, on appelle le représentant, le chef de la famille. C'est lui qui vient prendre le corps pour aller mettre à la mort, et c'est avec la grande famille qu'il organise les obsèques jusqu'à l'enterrement, jusqu'aux funérailles même. Dont les deux épouses sont seulement informées et elles savent ce qu'elles doivent faire en tant que rite de veuvage ou comportement de personnes qui sont devenues des veuves aujourd'hui. Donc pour avoir vu des cas, les épouses ne sont même pas appelées à se prononcer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le cordon du dialogue est rompu dans cette famille. C'est une famille qui est manifestement en lambeaux, où le dialogue n'existe pas, ou n'existe plus s'il a existé. Dans la norme, c'est sous l'arbre à palabre que tout cela se discute et les femmes reçoivent simplement les orientations qui ont été arrêtées. Alors, lorsqu'on va en justice, Dominique Audrey, ça veut dire finalement qu'on n'a pas pu se comprendre en famille et on fait appel à la justice. La justice peut-elle être vraiment compétente ici pour rendre une décision qui soit satisfaisante pour les uns et les autres? Tout dépendra de ce qui peut être représenté comme les volontés du monsieur. Si la jeune femme, la deuxième épouse, s'arc-boute sur la décision de le faire enterrer, là, ça veut simplement dire qu'avant de mourir, son mari lui a donné un certain nombre de recommandations qu'il n'a pas donné à la première. Maintenant, elle a interrogé le pourquoi du second mariage. Vous comprendrez certainement. Donc, je suis de ceux qui pensent que si quelqu'un, avant de mourir, vous a dit « ne faites pas ci », alors ne le faites pas. Simplement par respect pour la mémoire de la personne. Maintenant, que ce soit la première femme, la 40e femme, ça n'a pas d'importance. Il faut juste trouver les moyens et les mots adéquats pour faire comprendre le pourquoi d'une telle décision au reste de la famille. Donc ici, la première femme, au lieu de courir en justice, ameuter toute la planète simplement pour ça, elle devrait se rapprocher de la deuxième, parce que oui, elle découvre que son mari avait une deuxième femme, mais ce n'est pas la faute de la deuxième femme si votre mari vous a caché son existence. Maintenant que les faits sont là, le vin est tiré, il faut boire. Donc vous devez composer avec cette deuxième femme si vous voulez véritablement que votre mari ait un enterrement digne de ce nom. Donc rapprochez-vous simplement d'elle, elle va vous donner les raisons du pourquoi on doit l'enterrer à Douala. Vous croyez justement que c'est la femme qui devrait décider, parce que Dominique Pengwa a posé le problème. Est-ce que ce sont les femmes qui décident? Lorsqu'on est en justice, si le vin est tiré, justement, pourquoi la deuxième, je vous la pose la question, ne peut pas également se plier aux décisions de la première?
Vous ne pouvez pas poser la question comme ça. On dit que c'est la première qui est où elle est la reine, mais elle est... Dans ce cas, elle est censée organiser et régenter la vie de famille, de telle sorte que tout soit paisible. Donc, en tant que première femme, pour ceux qui sont des adeptes de la polygamie, elle doit faire l'effort pour que sa famille reste unie. Donc, à la question de savoir, est-ce que c'est la femme qui décide et tout, dans nos environnements directs, on a des familles où il n'y a que des femmes. Et là-bas, ce sont les femmes qui décident. Donc, quand on est dans ce prisme-là, il n'y a pas de mal à ce que ce soit les femmes qui décident. Si dans une famille, il y a 5 filles, et que ce sont les enfants qui viennent avec les garçons derrière, on ne va pas aller demander aux garçons quel est son avis. Les femmes vont prendre les devants et organiser que ce soit le deuil de leur père ou bien de n'importe qui d'autre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on ne peut pas faire comme s'il y a une loi universelle, comme s'il y a des normes établies qui disent que ici la femme ne parle pas, là-bas ça ne parle pas. Du moins, dans un certain environnement qui m'est proche, il n'y a pas de distinction où la femme ne parle pas, où la femme parle. Donc, ici, la femme a décidé que c'est comme ça que ça va se faire, elle a ses raisons. Et si la famille veut savoir pourquoi, eh ben, donc on c'est se la famille qui rapproche. doit se rapprocher de la femme, la famille doit se mettre sous les injonctions de la femme. C'est vous qui prenez ça comme Je si pose la c'était des question. injonctions, Michel Je pose la Gachou. question. Elle La vous famille- a dit, mon mari est mort entre mes mains Elle a un et document il va se officiel faire aussi. enterrer chez moi à Douala. Parce qu'en principe, lorsque quelqu'un meurt, si ce n'est pas officiel, il faut nous dire s'il y a les documents ou s'il n'y en a pas. Mais écoutez, Monsieur, je vous en prie, Monsieur, je vous ne en me prie. dites pas ce que vous voulez dire. Non, je non, vous en non, prie. non, non, permettez. Lorsque C'est bon, il y c'est a bon, un merci, deuil- c'est bon, Ok. merci. Bon, Bengal, vous avez la parole. Non, d'abord, pour revenir à l'orientation de Nabris, la justice camerounaise nous a montré à plusieurs reprises qu'elle n'est pas juste, qu'elle ne peut pas dire le droit. Premièrement, parce qu'elle ne s'appuie pas sur les textes qui orientent son fonctionnement. Deuxièmement, parce qu'elle ne tient pas compte des us et des coutumes que nous avons dans notre pays. Mais j'entends souvent dire que la loi est supposée réguler les rapports sociaux. Mais El Hadj Fadil avait laissé un testament. Qu'est-ce qu'il en est de son héritage? Je peux citer. Donc, c'est pas ça. Sur revenir dans ce cas précis, on ne peut pas dire de manière normale. Et Dominique aime souvent dire pour une personne normalement constituée, demander à la famille, à la première femme de se plier aux injonctions de la deuxième. Ce n'est pas possible. Étant entendu que l'histoire nous montre que c'est une polygamie cachée. Donc ce n'est pas possible. Donc la justice devrait donc, en principe, amener le corps au village, le village où apparemment les 2 femmes devraient aussi être enterrées. Monsieur a 2 concessions en ville. Vous enterrez dans une concession, ça veut dire que vous demandez aux autres descendants de ce monsieur de ne plus jamais, parce qu'ils n'ont pas accès là-bas. Oui, Ils n'ont pas accès. Donc, il y a un litige, ils n'ont pas accès. Où est-ce que les 2 femmes peuvent avoir accès? Nous avons des rituels à faire demain. Nous avons les enfants, des petits-enfants qui devront. Or, ils n'ont pas accès ici. Mais L'histoire ne nous dit pas qu'ils ont l'histoire ne dit accès, pas qu'ils ont mais accès. bon, personne- l'histoire ne nous dit S'il n'y en est pas, il ne serait pas en justice. Il ne serait pas en justice. l'histoire ne Il ne mentionne serait, pas ça. oui, il ne serait pas en justice. Pourquoi la deuxième femme refuse donc qu'on enterre son mari au village? Il faut préciser Où ils ont une maison. Avec la deuxième, ils n'ont pas d'enfant en plus. Hein. Voilà, ils aient l'enfant ou pas, elle ne devrait pas refuser qu'on enterre son mari au village de son mari. Elle est allée en mariage, donc pour elle, le mariage s'arrête en ville. Bon, si le mariage s'arrête en ville, le juge devrait donc considérer que ils ont l'acte, les anneaux, tout ce que vous voulez, mais cette femme n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Elle va bénéficier ce qu'elle pourra bénéficier parce qu'elle était à côté de son mari, mais elle n'est pas mariée. Ça veut dire qu'en fait, c'est une femme qui a commencé, qui va et qui perturbera cette famille-là. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc, en fait, ici, si elle ne veut pas écouter les 2 femmes, on doit, que dit le chef de famille? Si la justice n'a pas intégré l'orientation de la famille, à ce moment-là, la justice devrait le faire. Mais de manière, on parle du consensus. Si on l'enterre à Douala, pourra-t-on dire la terre de nos ancêtres lui soit légère? Et les morts de Covid?
Voilà, et là, justement, Il y a eu des morts de Covid. c'est pour ça donc qu'on peut même porter plainte contre l'administration publique au Cameroun. Les médecins ont dit ici, vous parlez de morts de Covid, que les dépôts de Covid ne transmettent pas Covid, qu'on laisse les familles aller enterrer leurs morts au village et qu'on instruise aux familles de faire justement l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Le politique a refusé. Donc vous n'allez pas dire mort au Covid. Justement, les morts au Covid sont mal enterrés. Premièrement parce qu'il y en a qui sont des morts accidentelles. Lorsqu'il va falloir couper les rites, de faire des rites demain, ils iront où? Donc voilà comment le gouvernement va poser des problèmes, va créer des problèmes demain de génération en génération. Donc le monsieur doit être enterré au village. Vous le dites parce que c'est l'attitude des Bantous, parce que on se demande bien. C'est l'attitude normale de tout être humain. Ouais. Avant la religion, parce que c'est qu'on parle même là, les musulmans, on les enterre chez eux. Avant que Abraham n'arrive, on enterrait les gens comme le musulman. Le musulman l'enterre où il est décédé. Voilà, le même Abraham a dit quoi? En rentrant, vous faudra rentrer avec mes ossements. Oui. Il dit ça, sa famille, rentrer avec mes ossements. Vous avez parlé tout à l'heure des Juifs, ils font comme ça. Donc nous, Africains, authentiques, vous soyez enterrés n'importe où, on vous ramène au village. Même si votre corps n'a pas été retrouvé, mort peut-être dans l'eau ou tout ça, c'est au village qu'on organise les obsèques. On creuse la tombe, on met quelque chose de symbolique dans la tombe pour... Qui décide ici? Qui organise les obsèques? Est-ce que les enfants peuvent avoir leur mot à dire dans cette histoire? Oui. S'ils sont majeurs, ils peuvent avoir, mais c'est le chef de famille. En principe, l'histoire où on vient de la justice appelle les femmes, on l'appelle, c'est une fausse orientation de nos lois. C'est le chef de famille, parce que même lorsque vous signez l'acte à la mairie, il y a le témoin, le chef de famille. C'est le témoin et le chef de famille qui signe l'acte dans vos mairies, où vous allez souvent. D'accord. Mais pourquoi ici, la justice ne reconnaît plus le chef de famille? Donc ce monsieur doit être enterré au village. Ce ne sera pas faire honneur à la première femme ou alors frustrer la deuxième. C'est là où la justice sera rendue de manière digne. Est-ce qu'on peut faire confiance justement à une justice, à des magistrats, dans un dossier pareil? Parce que on peut se rendre compte qu'on peut passer plus de temps quand même en justice. Après 17 mois quand même, quand encore soit à la mort de Nabrice Kamgan, vous voulez faire une virgule? Oui, moi je ne souhaite pas qu'on banalise le testament. Il n'en a pas laissé un. Non, il a laissé un. Non, je dis, il n'en a pas laissé. La deuxième femme a un testament. Mais ce n'est pas un testament. Elle a fait prendre un bon papier qui ne plaît pas. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Justement, Michel, personne n'a vu le le corps n'aurait pas laissé. Si la justice avait bien avait pris ça comme testament, selon votre orientation, le testament, qu'est-ce que vous avez dit qui n'a rien dit au père du chef de famille? Le testament, c'est aussi verbal. Quand moi je vais, par exemple, ce que je porte là, il n'y a pas de testament écrit. On a dit au moins 40 ans avant ma naissance que tu porteras ces choses-là. Il n'y a plus rien d'écrit. Nous travaillons à partir des éléments que l'histoire nous donne. L'histoire nous dit que le testament est à la disposition de qui? De la deuxième femme. Que dit le testament? Nous n'en savons pas grand-chose. Mais il est important de savoir que dit le testament. Ensuite, le principe de l'antériorité dans les mariages polygamiques ne s'applique pas forcément. Ce n'est pas parce que vous êtes la première femme que vous avez l'influence sur toutes les décisions ou toutes les orientations qui doivent être données. Il y a des familles polygamiques où c'est la deuxième femme qui a un certain nombre de pouvoirs en raison peut-être de l'attachement de l'époux à la deuxième femme, en raison de son emprise sur le foyer. Donc, ça sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Justement, si vous voulez donc... Je ne sais pas s'il faut douter du testament. Il faut déjà avoir le On ne devrait pas douter de ce testament. Je ne sais pas. C'est la justice qui doit dire si le testament est vrai ou faux. Pour l'instant, il y a un testament qui est à la disposition. La justice ne parvient pas à le dire pendant 17 mois. La justice n'a non pas fait. Ça, c'est dans l'indépendance de la justice. Donc, si c'était un élément probant, la justice aurait tranché. Maintenant, vous parlez de testament. Vous savez que les femmes, nous qui sommes polygames, la première épouse, c'est la reine-mère. La dernière, généralement, on lui dit, c'est elle qui va proclamer la mort, puisque en principe, vous mourrez au coup d'elle. Mais ce n'est pas elle qui organise vos obsèques. Justement, quand vous intégrez que la dernière épouse doit avoir la volonté, non, c'est pour rapporter à la première. Je voulais comprendre. Cher ami, voilà l'organisation sociétale. Qui tient le testament, Bonbon? Le testament, c'est le chef de famille. Oui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Maintenant, le vrai testament, selon vous,
Ça devait être chez le C'est à la notaire. personne à qui on fait S'il le n'y a plus pas de... confiance. N'importe Non, qui non. peut avoir un Le testament, selon vous, dans les prescriptions des lois, c'est le notaire. S'il n'y a pas de testament chez le notaire, on se réfère au chef de famille. S'il est dans une confrérie comme moi, on se réfère au Mbombok avec lequel je marche. Voilà. C'est ça, même le chef de famille dira Mbombok, il marchait souvent avec tel. Qu'est-ce qu'il vous disait? Bon, mais là, nous sommes dans les principes. Il y a les faits que nous avons. Les faits, c'est que la deuxième femme a un testament. Que dit ce testament? Nous ne savons pas ce que ce testament dit. Est-ce qu'il est vrai ou faux? Nous ne pouvons pas affirmer de façon péremptoire. Moi, qu'il est vrai ou faux. j'affirme. Donc, J'affirme on de ne manière peut pas péremptoire dire que ce cette femme... testament Ils sont ne en fait pas justice, non? foi. On ne peut Ça, pas ça le ne dire. fait pas foi. Merci. Si ça faisait foi, il aurait dû, quand son mari a fermé les yeux, ramener au chef de famille et à la famille. Et justement, les discussions nous auraient amené à ça. Merci infiniment. Justement, c'est pour ça qu'elle a tordu le testament. Merci Dominique Audrey, Dominique Pengou, Donald Briskamga et Bon Bengan pour ces arguments. Mais surtout, on attend vos réactions, téléspectateurs. Et naturellement, pour ceux qui nous regardent sur la page d'Equinox TV, allez bien sûr nous laisser là-bas vos commentaires sur une pareille histoire. Qu'est-ce que vous en dites véritablement? On en reparlera dans un moment lors de la lecture de vos messages. Tout de suite, La Colère, signé Donald Briskamga. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la catastrophe communicationnelle en période de crise au Cameroun. La session des examens officiels qui est en cours vient d'offrir un nouvel épisode de ce qu'il convient d'appeler les errements du gouvernement en matière de communication de crise. Dans plusieurs séries du baccalauréat et du probatoire, notamment chez les généralistes, les candidats sont allés passer les examens sans savoir, comme l'exige la loi, s'ils composeront en histoire, en géographie ou en philosophie selon les cas. Plus grave, les épreuves soumises à l'attention des élèves étaient l'opposé complet au plan de l'approche et du contenu de ce qu'ils ont étudié tout au long de l'année scolaire. Dans certaines séries du probatoire, les épreuves sont arrivées incomplètes, alors que les enseignants, principaux acteurs de l'apprentissage tout au long de l'année, sont encore désemparés. La ministre des enseignements secondaires, principalement interpellée ici, a pris la parole en une dizaine de lignes chez nos confrères de Cameroun Tribune pour déclarer qu'elle ne considère pas ces irrégularités comme un problème. Scandale. Cette sortie, pour le moins controversée, rappelle les postures des officiels camerounais dans diverses affaires de la République. En 2018, après que la presse a révélé une tuerie de femmes et d'enfants par certains éléments des forces de défense et de sécurité dans l'extrême nord, le gouvernement, à travers le porte-parole de l'époque, Issa Thiomba Bakari, indiquait que les faits s'étaient déroulés au Mali. En février 2019, des populations civiles trouvent la mort au cours d'une intervention militaire dans la localité de Garbou, dans le département du Ndonga-Mantoum, dans le nord-ouest. À propos de la tuerie de l'extrême nord, comme sur le drame de Garbou, les pouvoirs publics ont choisi le déni. À la réalité, les crises sont consubstantielles à la société humaine. Une crise ou un scandale est la manifestation d'une défaillance. Mais si le scandale est un dommage, il ne recèle pas que des conséquences négatives. Nous l'avons dit, le scandale est un événement qui pointe un doigt sur un dysfonctionnement. Ceci dit, toute communication au sujet d'un scandale ou d'une crise doit avoir pour finalité de contribuer à éviter qu'une crise de même nature ne ressurvienne. Et dans ce sens, la première étape dans la communication en temps de crise, c'est de reconnaître qu'il y a crise. La reconnaissance de la crise relève du réalisme. Elle permet d'expliquer amplement ou modestement, selon les cas, les causes de la crise.
La troisième étape consiste à rassurer. Quand une crise frappe des personnes plus ou moins importantes, il faut dans ce contexte d'inquiétude, de peur, de doute, rassurer les âmes ainsi impactées, déstabilisées, meurtries. Le quatrième niveau et le plus important à notre sens, ce sont les orientations visant à éviter qu'une nouvelle crise similaire ne resurvienne. Cette étape met en exergue les mesures correctives prises ou à prendre pour faire face à la situation regrettable survenue. C'est fort à propos que certains penseurs estiment que les sociétés évoluent par les crises. Malheureusement au Cameroun, le gouvernement persiste à penser qu'une crise ou un scandale est l'occasion de monter toutes sortes de mensonges ou de dénis pour étouffer un dysfonctionnement. L'un des principaux mérites de cette posture passéiste, c'est d'attiser et d'amplifier les crises et leurs conséquences. Et à l'ère des réseaux sociaux, ces catastrophes communicationnelles bradent fortement une image des institutions, déjà fortement frélatée. À demain. Donald Brice Kamgang pour la colère exprimée ce matin. Eh bien, je voudrais rapidement, Donald Brice, à la suite de ce sujet assez intéressant, on parle des nombreux dysfonctionnements en matière de communication, de crise au Cameroun, et vous aviez choisi d'entrer avec d'ailleurs la toute dernière sortie de la ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Aluva-Yonga, qui, à travers les plaintes des élèves, souvenez-vous, qui affirme, d'ailleurs qui sont fait entendre il y a quelques temps concernant les épreuves du baccalauréat 2021, des candidats dénonçaient bien sûr des épreuves de géographie, de philosophie et de mathématiques. Ils affirment qu'elles ne sont pas conformes à l'approche par compétences en vigueur depuis la fin du baccalauréat de l'enseignement général du 12 juin dernier. Des langues en même temps se délient au sujet de la nature, des épreuves, de la géographie, de philosophie, de mathématiques proposées au cours de cet examen. Et ce qui est curieux, effectivement, bon Bengal, lorsque la ministre vient dire en Mondovision qu'il n'y a pas de problème et que pour elle tout est normal, sommes-nous encore au Cameroun? D'abord, comme elle l'a dit, il ne s'agit pas de communication. Parce que C'est quoi, c'est une réaction? Oui. Parce que les gens pensent que lorsqu'ils parlent, ils pensent à la communication. D'abord, sachez que la communication est d'origine africaine. Il faut comprendre. La communication a pour rôle d'assainir un climat qui risque de devenir délétère. C'est ça qu'on appelle communiquer. Ça veut dire que celui qui émet la pensée doit avoir en face de lui quelqu'un qui reçoit. Il reçoit, tu dois écouter et comprendre en vue d'améliorer une situation. Parfait. C'est ça la communication, qui est différente de l'information. Je te dis, par exemple, que Yaoundé est la capitale du Cameroun. C'est une information. Tu vas me dire, ah mais non, est-ce que tu es sûr? Pourquoi on parlait souvent de capitale économique? Bon, ça va devenir quelque chose. C'est une information. Je sais pas. Mais la communication, on parlait de communication lorsqu'il y a crise. Mais j'ai aussi entendu certains de mes enfants dire, mais papa, il y a souvent communication en temps de crise, communication en temps de bon. Il faut entendre bien, justement pour ce cas précis, le ministère des enseignements secondaires, si c'est ça qu'ils appellent communication, ils sont passés à côté. D'abord, ils ont menti. Dans la communication, on rassure. Tous les enseignants, syndicalistes ou pas, vous disent que l'orientation prise, c'est l'approche par compétence. Or, les épreuves sont arrivées dans l'approche par objectif. D'abord, il fallait rassurer, il fallait dire que ça a été une erreur. Qu'est-ce qu'on fait donc pour les élèves qui ont été soumis à cela? On va réparer, on va reprogrammer, on va... Donc, vous parlez pour rassurer. Ça n'a pas été fait. Donald Brice parlait de la crise anglophone. C'est la même chose, en fait. Mais lorsque vous dites communiquer et que après votre communication, la situation s'enlise, vous n'avez pas communiqué. Vous avez fait
la propagande de votre orientation, qui est différente de la communication. Donc on va dire qu'en allant s'exprimer dans Cameroun Tribune, qui est bien sûr le journal à capitaux publics, elle a choisi se faire entendre. Je ne sais pas, à qui s'adresse finalement? Non, il n'y a pas que là-bas. Même son représentant a droit de réponse. Je l'ai suivi ici. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit, j'ai entendu l'expression, le ministère des Affaires secondaires a fait une communication tout azimut. J'ai lu Cameroun Tribune, j'ai écouté son représentant en droit de réponse dimanche. J'ai dit, mais bon, c'est vrai, moi je suis un indigène, mais le peu que je connaisse de la communication, ce qu'ils font là ne rassure pas. Alors, et en plus, ils avaient même fait ça il y a 2 ans. La communication, ce n'est pas une communication que la ministre a faite, c'est une réaction, dites-vous. Alors, est-ce que la réaction a atteint sa cible au final? Parce que si les langues se délient ce matin, la réaction, puisque la cible a minimiser la situation. La cible est restée dans l'expectative, la cible est restée dans une situation, j'allais dire, de crainte. Je vais passer l'examen, je ne vais pas, et maintenant les enseignants sont embrouillés. Et le ministre, d'abord, le ministre ne précise pas quelle est l'orientation du champ éducationnel dans notre pays aujourd'hui. Donc eux-mêmes, les enseignants qui vont dispenser les cours, ils sont embrouillés. Les élèves sont embrouillés. Donc en fait, ça atteint, mais ça n'a pas résolu. La réaction a atteint, puisqu'ils ont écouté, ils ont compris, mais ça n'a pas résolu le problème. Est-ce que la réaction des ministres, de la ministre des Enseignements secondaires rassure? Vous dites non. Non. Ça reste justement, ça renforce l'inquiétude. Lorsque vous laissez les gens dans l'inquiétude, l'incertitude, vous n'avez pas communiqué. Pas du tout. Vous n'avez pas. Vous avez fait votre propre propagande. Vous avez parlé pour vous, comme on dit. Communiquer veut dire apaiser une situation de crise. Même si vous dites communiquer en temps de crise, non. De communiquer en temps de crise voudrait dire par exemple que le ton doit être doux, savoir que les gens sont dans une situation où peuvent contester, comment les ramener à une situation douce, et vous pouvez aller à dose homéopathie dans les appels, mais dans le but essentiel de gérer une crise, d'apaiser la crise et de parvenir à la gestion. Mais aujourd'hui, ni les enseignants qui ont composé les épreuves et qui ont supposé vont encore corriger les épreuves, vont compenser les cours en septembre prochain, ni les élèves qui ont été soumis à ces épreuves, ni encore moins ceux qui sont arrivés à ces classes d'examen. Personne ne sait quelle sera l'orientation au cours de l'année académique. Gros problème bien sûr de communication. Dominique Audrey, alors lorsque nous n'apprécions pas de la communication dans sa globalité, indexe le gouvernement dans une multiple sortie qui parfois frise, on va dire, le mépris quand même, parce qu'il ne servira à rien de communiquer sur un fait et que par la suite ceci s'avère une affaire fausse, comme l'exemple qu'il a emprunté avec Issa Chirouan Bakary. Est-ce qu'on va dire qu'au Cameroun, on ne maîtrise pas ce qu'on appelle les communications en temps de crise? On ne maîtrise pas la communication dans l'ensemble. Parce que que ce soit dans une entreprise ou bien au sein d'un foyer et même au niveau de la tête d'un État, il y a une communication spéciale qu'on doit avoir. Regardez par exemple comment la communication s'est faite en France par rapport au Covid. Et transposer ça ici pour voir comment nous on l'a fait ici, chez nous. Il n'y a pas, ça ne se faisait pas de la même façon. En fait, on venait simplement nous informer de quelque chose et de nous dire de porter les masques et autres. Pourtant, ailleurs, il y avait un peu plus de détails, puisque Dieu est dans les détails, pour nous présenter aux Français, par exemple, comment la maladie évoluait, ce qui avait été fait en amont, comment les gens et un certain nombre de choses. Regardez également, dans les années antérieures, comment la situation à Agashiga, c'est ça, Donald? Oui, oui, avec la tuerie des femmes non, qui avaient... Azéleb. C'est Azéleb. Zéleb, oui, locataire Zéleb dans oui. Les pour la tuerie. Voilà, les femmes qui ont perdu leur bébé alors qu'on leur tirait dessus pendant qu'elles avançaient. Le ministre de l'époque a fait savoir, et son vocabulaire, franchement, il a parlé de fake news, conspiration manifeste, manœuvre de désinformation, horrible montage, avec un certain nombre de choses pour dire qu'au final, c'était au Mali que tout cela s'est produit. Et Dieu merci, le gouvernement malien, au travers d'un communiqué, est venu dire non, vraiment, ça n'a rien à voir avec notre pays ici. Pourtant, il y avait des éléments probants qui montraient que
effectivement, ça pouvait être de chez nous que ça venait. Donc, lorsqu'on a des gens qui se précipitent, qui vont très vite en besogne, sans prendre le temps et la peine de travailler d'abord la communication, on débouche forcément sur cela. Une bonne communication en temps de crise se fait avant, pendant et après. Lorsqu'on sent, par exemple, le cas Covid, lorsque à l'international, on annonçait déjà comment on dit ça en français? Lorsque la maladie a commencé à se répandre, voilà, la maladie a commencé à se répandre, c'était logique qu'il y avait des chances que ça arrive au Cameroun. Et dans ce cas, on commence à avoir une précommunication qui commence à dire aux Camerounais, par exemple en Chine, en France, aux États-Unis, on a la maladie qui est en train de prendre du terrain. Donc ici, il va falloir se mettre sur un certain nombre de mesures pour ne pas que la maladie fasse trop de morts chez nous. Pendant la crise également, il y a un langage à avoir pour pouvoir rassurer. Avoir les nombres, les chiffres, c'est bon. Mais maintenant, lorsqu'on a fini de dire il y a 10 personnes qui sont mortes ce matin, il faudrait pouvoir rassurer la personne. Et après, lorsqu'on a terminé avec la crise, il est bon de revenir et de dire aux gens, effectivement, on en a terminé, le sujet est clos. Malheureusement, non. Maintenant, il y a la question de qui communique. Parce qu'il ne faut pas simplement envoyer des gens parce que tel est un tel ou bien tel n'est pas tel. Il vient communiquer. Il y a tout un travail qu'on fait derrière pour choisir les communicants en temps de crise. On s'en souvient, Dominique Pengou, d'ailleurs, vous allez me permettre qu'on reprenne cet exemple-là de l'affaire Stéphanie Ndiomo qui a fait tout un scandale où la télévision, notre chaîne a été taxée de tous les noms d'oiseaux et qui d'ailleurs même a poussé l'actuel ministre de la Communication à faire une réaction dont lui-même n'avait pas pris connaissance des données de fond en comble. Est-ce qu'on ne va pas dire finalement qu'on a des communications qui sont ce qu'on appelle dans le jargon journalistique des kill-off, c'est-à-dire qu'on vient communiquer pour protéger des personnes en réalité, et pourtant il y a une communication de crise qui voudrait que l'on restitue d'abord dans un premier temps les faits et que l'on apaise, comme Mbengane le proposait, et afin de donner des solutions et surtout de solliciter l'accompagnement des uns des autres pour en sortir. Qu'est-ce que vous en dites, vous? C'est justement parce que quand on ne maîtrise pas quelque chose, on fait tout de travers. Parce que la communication de crise nécessite 4 éléments assez factuels. Soit on procède à la reconnaissance, on reconnaît les faits qui nous sont reprochés et on essaye d'assumer ou encore de subir toutes les conséquences de la fameuse crise. Soit on procède à un projet latéral, c'est-à-dire lorsque l'affaire de Stéphanie Ndiomo par exemple est sortie, une communication peut-être serait d'utiliser cette sortie pour en faire un projet latéral, je ne sais pas, prendre peut-être pour mettre au devant les femmes du Nozo qui ont été abandonnées, délaissées et en faire un projet de société. Ça aurait bien marché, ça aurait été plus instructif que de faire des représailles et des réprimandes par exemple. Soit on fait un refus et on nie totalement à fond tous les faits. Maintenant, puisque notre gouvernement camerounais a plus pris l'option de nier à chaque fois les faits, sans toutefois gérer aussi la théorie du complot, parce que quand on doit nier les faits lors d'une communication de crise, on doit s'assurer d'avoir tous les éléments qui sont d'abord vrais à notre portée et jouer sur la théorie du complot, c'est-à-dire faire en sorte que la vérité n'éclate au grand jamais. Bien, là, on peut, à tout moment opportun. Voilà, là on peut décider de s'appesantir dessus, soit encore il y a le silence, un silence total. Personne ne dit rien, personne ne fait rien. J'aurais préféré que la ministre des Enseignements secondaires... Ne rien dire également, c'est amplifié. Non, j'aurais préféré que la ministre des Enseignements secondaires face à cette crise qui est sortie après la composition des épreuves du baccalauréat général, laisse d'abord un temps de silence. Elle observe, les examens passent et puis elle prépare mieux sa communication. Que ce soit un État, que ce soit une personnalité publique, chacun doit travailler avec des experts en communication de crise. C'est-à-dire, ils doivent être là naturellement au début, au milieu et à la fin de chaque crise. Mais ces ministres, ces ministères ont des cellules de communication. Hein. Est-ce qu'ils ont des experts en communication de crise? Les cellules de communication, justement, ne sont pas compétentes? Par exemple, est-ce que ces experts sont formés? Puisque tout ce que je cite là, ce sont des leçons académiques qu'on nous donne à l'école. Pour nous autres qui avons fait des psychologies et autres consorts, on nous apprend... Vous êtes battu un peu. Oh oui, je me suis battu. Vous êtes battu un peu. On nous apprend comment gérer une communication et surtout comment gérer une communication de crise. Parce que communiquer en temps de crise, c'est bien, ça informe les faits, mais il faudrait savoir comment rebondir sur la crise. Parce que le fait de communiquer, c'est le fait d'être au-dessus de ce qui nous est reproché. Vous dites communiquer en temps de crise. En ce moment, on a une crise dans le Nozo. Au Cameroun, qui est une crise qui touche le Cameroun entier, parce qu'on a des frères et des sœurs qui se font tuer chaque jour là-bas.
mais on parle de communication en temps de crise. Depuis combien de temps le gouvernement camerounais n'a plus fait de rapport sur l'évolution de la crise dans le nord et le sud-est camerounais? Il faut d'abord rappeler qu'au départ, le gouvernement camerounais voulait nous cacher qu'il existe effectivement une crise de ce côté-là, parce qu'on se rappelle au début avec la tournée de Issa Chiroma Bakay, qui était avant à l'époque l'ancien ministre de la communication. Ouais. Il est venu dans des médias, sur des plateaux de journaux télévisés, dire que tout va bien. Le pays va bien. Donc c'est cette communication des crises qui les a rattrapés après. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment rebondir sur l'affaire. Donc il faudrait qu'ils prennent le temps de mieux préparer cela. Je voudrais bien justement dire de la sur ce sujet qu'on a entendu le ministre Paul Atangandi à plusieurs fois, à plusieurs reprises de temps pour moi, se prononcer sur certains sujets. Notamment, souvenez-vous des fameux, je vais dire, observateurs de Transparency International présentés à Mondovision à la télévision publique nationale, la CRTV. Il faut le dire parce qu'ils sont payés là-bas avec l'argent des Camerounais. On a entendu le ministre de la Communication et on a vu des journaux passer à la chaîne publique nationale. Le ministre de l'administration territoriale est venu valider justement cela comme étant, on va dire, les vrais observateurs de Transparency International. Il a fallu qu'il y ait éclatement de Brice. Finalement, on va dire qu'on vit dans le mensonge en permanence, on manipule la conscience, on manipule l'information, on manipule tout pour se servir soi-même au gouvernement, c'est ça? Disons qu'au Cameroun, il y a deux postures du gouvernement lorsqu'on entend une crise. D'une part, le silence, d'autre part, le déni. La communication du gouvernement, généralement, ne vise pas à corriger une situation de dysfonctionnement. Parce qu'une crise, c'est un dysfonctionnement. Il peut être grave ou moins grave. Et toute communication autour d'une crise vise justement à rassurer et à proposer les solutions correctives. Dans l'un ou l'autre cas, il faut pouvoir prendre la mesure de la situation et envisager les mesures correctives. Dans la plupart du cas, le récent cas étant le scandale autour du baccalauréat. Alors, lorsque le premier jour, un élève découvre que le contenu des épreuves qui lui sont proposées ne reflète pas les enseignements qu'il a reçus tout au long de l'année, vous pouvez voir le niveau de choc psychologique qu'il peut vivre pour la suite des examens. Et là, je coupe pas. Et là, son représentant en droit de réponse a dit que c'était au programme, alors que les enseignants disent qu'il n'y avait rien. Les enseignants ne sont pas d'accord. Le déni fait plus. Donc, lorsque le premier jour, vous avez une histoire, une épreuve de philosophie, je dis n'importe quoi, qui ne reflète pas le programme que vous avez étudié, eh bien, vous êtes déstabilisé pour la suite. Ce jour-là, il ne me semble pas que la ministre pensait même qu'il était important de dire quelque chose. Or, les candidats à ce moment-là ont besoin le soir de rentrer d'écouter le principal membre du gouvernement interpellé. Permettez, Donald. Est-ce qu'à un moment donné, les parents camerounais eux-mêmes ne comprennent pas les enjeux importants pour l'avenir de leurs enfants en matière d'éducation? Lorsque les enfants rentrent, ils vous disent à la maison, papa, maman, ce qu'on nous a donné n'était pas au programme. Est-ce qu'à un moment donné, le parent ne peut pas demander les parents sont mis en prison depuis, je pense, une dizaine d'années, depuis 2002. Ils sont mis en prison comment? Il y avait une association clairement définie, association des parents d'élèves. Après, on a dit association des parents d'élèves et enseignants. Permettez, on va y revenir. On marque juste une pause, je vous en prie. Donald Brice, vous allez répondre. Bon également. On marque une pause, madame, messieurs, et on se reprend dans la deuxième partie. Eh bien, bon retour à vous, bon retour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant. Si vous vous joignez à nous sur les antennes Equinox Télévision, c'est 10-12 le Zénith, votre talk show qui chaque jour de 10h à 12h vous accompagne. Merci en même temps pour vos nombreux messages qui nous parviennent à l'instant. Vous êtes très nombreux à nous laisser vos commentaires et avis sur la page Equinox TV. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, allez rapidement vous y abonner sur cette page-là. Question de nous suivre en commentaire. Et c'est un peu plus excitant quand même de se rendre compte que là-bas, plein de Camerounais peuvent donner leurs avis sur des sujets aussi intéressants à travers les différents programmes de votre chaîne de télévision. Et un sujet qui nous interpelle bien sûr ce matin avant la pause, c'est la catastrophe communicationnelle. Bien sûr, en temps de crise au Cameroun, Donald Brice Kamgan, dans son déroulé, est revenu sur certains faits et qui montrent qu'aisément au Cameroun, on ne sait pas communiquer en temps de crise, avant la crise et même après la crise. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette façon de faire dans notre pays aujourd'hui? Donald Brice Kamgan, avant la pause, vous avez la parole et vous tentez justement de donner votre point de vue sur ce climat-là, cette façon de faire. Et l'exemple a été pris sur
nos faux observateurs de Transparence Internationale. Oui, je parlais plutôt des examens officiels et de l'impact que le déphasage entre le contenu des épreuves et les enseignements tout au long de l'année peut avoir sur un candidat dès le premier jour qui aborde une épreuve qui lui est complètement étrangère. Ce soir-là, il aurait fallu que les membres du gouvernement concernés, le principal qui est la ministre de l'Éducation, des enseignements secondaires pour ce cas-là, rassure l'élève qui a été déstabilisé dès le premier jour. Et cette absence de communication va certainement avoir une conséquence sur le taux de réussite aux examens. Je prends un autre exemple. Vous avez vu autour du coronavirus que les membres du gouvernement faisaient une grosse communication autour du respect des mesures barrières, mais que des officiels organisaient dans le même temps des cérémonies rassemblant des centaines de personnes à Yaoundé, qu'un président de l'Assemblée nationale est rentré au Cameroun alors même que les frontières étaient censées être fermées, se montrer à l'Assemblée souvent sans masque. Tout cela fait partie de la communication. Au Cameroun, manifestement, soit il y a une méprise vis-à-vis du rôle que la communication joue dans l'efficacité même de l'action gouvernementale, ou alors il y a une volonté simplement de faire de la propagande parce que dans un certain nombre de cas, on communique non pas pour assurer et pour corriger un dysfonctionnement, mais pour plaire au prince qui a nommé. Alors, Bombo, très souvent sur ce plateau, vous parlez d'un projet d'assassinat collectif. Est-ce qu'on est dans un projet véritablement qui vise à tuer littéralement l'école? Parce que si jusqu'à présent, pour refaire la petite fixation sur Mme Pauline Naloba-Yonga, ministre des Enseignements secondaires, a-t-on le sentiment que de scandale en scandale pour son ministère, et le regard qu'on y porte est tout comme si on voulait absolument tuer l'école et ne produire que des médiocres au Cameroun? Oui. D'abord, regardez son parcours. Elle vient de créer un scandale à l'université de Beya. Elle demande aux étudiants de s'inscrire en ligne. Les étudiants se plaignent que la communication, le réseau Internet n'est pas fiable. Est grippé, n'est pas fiable, n'arrive pas. Ils demandent des moratoires, les rallonges, non. Elle dit ceux qui ne sont pas inscrits, ils veulent payer 10 000, ainsi de suite. Les étudiants tentent de rebuter, on dit non. On les bastonne, on les fait appeler la police, on les a fait rouler dans la boue pour les étudiants anciens qu'elle est en train de vouloir encadrer. On l'enlève de là, on lui donne le poste de ministre. Toujours dans l'enseignement. Vous appelez ça comment? Vous dites que c'est ça, j'allais dire, communiquer en temps de crise. Justement, le gouvernement veut nous montrer par cette occasion que ce que vous appelez communication, là, c'est pas ça. C'est d'ailleurs à ce titre, parce qu'ils sont des gens intelligents. Le ministère s'appelait ministère de l'information et de la culture. Quand on change de dénomination en disant ministère de la communication, vous qui comprenez français, ça veut dire que l'orientation change. Le gouvernement n'est plus dans l'option d'informer, c'est-à-dire de dire la vérité, ce qui se passe, mais de faire la propagande. Maintenant, la propagande est dans l'option que le gouvernement a prise. C'est ça, en fait. C'est cela. Et puisque nous restons dans ce cadre-là, si on était dans l'information, on aurait, par exemple, pris le corps des enseignants seulement, les inspecteurs qui composent les épreuves, ainsi de suite, et leur dire, vos épreuves doivent être orientées dans le sens de l'approche par compétence. D'accord. Pour en sortir, je vais dire, le parent ou les parents d'élèves aujourd'hui, puisque tout à l'heure vous voulez rebondir là-dessus sur la question de l'association des parents d'élèves. On les a mis en prison. Et enseignants. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui? Peuvent-ils revendiquer au moins qu'il y ait un retour à la norme concernant le ministère de l'enseignement secondaire et ce baccalauréat 2021 qui est grippé et dont la ministre fait savoir justement qu'il n'en est rien? Seuls, ils ne peuvent pas. Nous sommes dans ce qu'on appelle la communauté éducative. Il y a les parents, les apprenants, dont les enfants qu'on envoie à l'école, et les enseignants. Les enseignants sont clochardisés, il n'y a plus de respect. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de respect. Les parents, on les a moulés dans un système où ils ne peuvent plus organiser une association qui leur est propre. On a introduit les enseignants là-dedans, qui sont clochardisés.
Pourquoi le résultat, c'est quoi? C'est que les parents nantis donnent même de l'argent à leurs enfants pour dépanner les enseignants. Voilà dans quel système nous sommes. Donc en fait, seuls ne peuvent pas. C'est tout le système qu'il faut revoir. Tout le système. Donc, lorsqu'on aboutit, en principe, une crise comme celle-ci devait nous amener à nous asseoir, à sortir ce qu'il y avait dans le tiroir. Quand on avait fait les états généraux de l'éducation, de dire, bon, voilà ce qu'il faut faire. Très bien. Maintenant, et je termine par ça, c'est un élément important. Vous savez bien que même Georges Ngango, on l'enlève du ministère de l'Éducation nationale le jour où il s'apprête à aller clôturer un séminaire qui tend à voir quelle harmonisation on peut faire entre les deux sous-systèmes francophones et anglophones. Étant entendu que les lycées dits bilingues, celui de Moliko, qui était à l'époque à Manouarbe, et celui de Yaoundé, n'ont pas donné des résultats probants. Donc, il constate qu'on n'est pas en train de former les enfants bilingues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le jour où il vient terminer, on lui dit, mais cher ami, et tu n'es plus là. Donc, voilà. Merci. Merci infiniment, Bombo. Allez, Dominique Audrey, on va prendre les messages de nos téléspectateurs ce matin. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'ensemble des sujets développés ce matin sur notre antenne? Lynn Marshall dit que le gouvernement a échoué. Il faudrait rendre tout simplement le tablier. La médiocrité à l'infini. On a un autre message de Abba Ahmad. Saluté. Dans cette histoire, pourquoi pas en laisser la famille de l'homme en décider de l'enterrement? C'est l'homme qui est le problème. Il a donné plus de pouvoir à la femme manipulatrice jusqu'à en donner un petit testament. Des malheurs. Stéphie Cool dit, l'inspecteur a dit à droit de réponse qu'ils n'ont pas fauté et qu'ils ne peuvent pas reprendre les examens, mais qu'ils verront comment être peut-être indulgents dans certaines corrections. Donc, c'est comme ça qu'on fait passer les gens avec 7 et ils partent souffrir à l'université. Autant mieux reprendre et faire passer ceux qui méritent. Et vous validez son point de vue ou pas? Vous êtes d'accord son point de vue? Oui, il faut reprendre les examens. Il faut reprendre les examens? Vous croyez, reprendre les examens, justement, c'est un autre budget. Mais absolument. Il faut savoir justement que le budget de l'année n'a pas été Pour voté que pour vous ça. ayez un pays normal, il y a 3 choses à faire. Vous donnez l'éducation et l'instruction, vous les soignez, dont le système de santé doit être là, vous les amenez à la distraction, à la musique. Lorsque vous avez le secteur de la musique... Disons divertissement. Oui, de divertissement. Lorsque la musique est dans la poubelle, l'éducation est tuée, le système de santé est là où il est, il devient un mouroir, et vous pensez faire des industriels dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas. Donna Brice, justement sur la réaction du téléspectateur, il pense que dire qu'on va faire des aménagements lors des corrections, n'est-ce pas la preuve justement que le Cameroun risque de produire des Camerounais mal formés, sortis justement de l'enseignement secondaire? Mais je pense que le représentant du ministère à droit de réponse a clairement dit que le ministère n'envisage pas une reprise des examens. C'était clair là-dessus. C'est certainement ces réaménagements, pour reprendre le mot, qui est envisagé au niveau du ministère. La conséquence est là, c'est que forcément notre niveau scolaire, qui est déjà assez bas, va continuer de dégringoler. Ça veut dire, Dominique Pengou, que le ministère a pris conscience à la base de cette erreur en envoyant, si vous voulez, ses représentants sur des plateaux de télévision communiquer dimanche dernier, mais que la ministre revient dire justement qu'elle ne trouve pas de problème. Ça repose un réel problème de communication. Finalement, on est perturbé dans ce qui doit être dit. Le ministère a dû envoyer ses représentants communiquer parce qu'il ne fallait pas garder le silence pour longtemps. Donc si le ministère avait pris conscience de ce problème-là, la ministre aurait fait un communiqué de crise bien avant même que le tapage médiatique ne soit fait, puisque dès le premier jour des évaluations, le problème était déjà posé. Maintenant, il y a eu 2 versions. Le chargé de la communication vient sur un plateau dire autre chose, et la ministre des enseignements secondaires, dans son communiqué, dit il n'y a pas de problème. Elle ne voit pas où se situe le problème. Donc, ça veut dire qu'au sein de ce ministère, il n'y a pas eu une assise, on n'a pas étudié la question pour avoir une version officielle. Il y a une vraie cacophonie, en fait. Dame Joya, ministre de l'Éducation nationale, avait repris les épreuves ici. N'est-ce pas? Et justement, et ça avait donné plus de vigueur, de vitalité au diplôme camerounais. Qui fait qu'à l'époque, pour ceux qui ont poussé loin à l'école, on disait, ah oui, un bac tchadien. Il y en a qui fuyaient le probatoire, allaient faire ça en Centrafrique, et on allait faire le bac tchadien. On les raillait ici.
Aujourd'hui, le bac tchadien, le bac centrafricain sont prisés plus que le bac camerounais dans les universités. Dominique Audrey. Nelwyn Santiago dit que c'est au chef de famille du côté de l'homme de décider en accord avec les épouses. Jean-Bernard Tetmen Gongan dit polygamie cachée égale polygamie illégitime. On a... C'est terminé. Hein. Gervais Carmen. C'est la première épouse qui doit. Cette femme a signé l'acte dans le studio qu'elle vivait 2 places avec mon père. Le maire est venu sur place, pas de témoins. On a appelé les gens qui passaient pour être témoins. Aucune personne de la famille n'a été au courant du mariage fabriqué. Rapprochez-vous du quartier et de la famille. Certainement un témoin, un membre de la famille qui donne sa version des faits. C'est terminé. Il y a d'autres messages Il y en sur la a page plus. Facebook. Il y en a plus. D'accord, je vais essayer de lire moi-même ces messages sur la page Facebook, c'est important de le dire, puisqu'on évolue, madame, messieurs, c'est assez important, voilà. Il y a Stéphanie Dayas qui dit, des autres total, le Cameroun, c'était l'histoire, géographie donc, qui ne comprend pas grand-chose à ça, et bien c'est important de le dire. Des réactions également sur la page Facebook, forcément ce matin, pour dire en même temps que vous êtes très nombreux à nous laisser vos commentaires. Encore la polygamie, à l'absence de notre défenseur. Alors, la faute de ces messieurs, c'est d'avoir publié, là, bon, ça c'est autre chose en même temps, la nudité. Les femmes défendent leur gombo, hein, elles vont perdre. C'est assez compliqué. Hein. Si vous estimez que les femmes défendent leur gombo, c'est assez compliqué quand même. Oui, mais la deuxième femme, pourquoi elle s'entête à enterrer ici? Il y a Tripollet Capto qui dit femmes prédatrices et hommes prédateurs se sont concentrés dans un bureau. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet de ce matin, simplement. Alors, pour sortir véritablement des deux sujets, et on vous demande bien, chez madame, monsieur, de continuer à laisser vos commentaires sur ces pages-là, est-ce qu'on peut dire, sincèrement, bon Bengan, que concernant l'affaire de la dame, il y a lieu de trancher cela dans un état d'esprit tout à fait calme pour permettre à l'homme de reposer dans la paix? Absolument, absolument. Moi, la personne que j'interpelle, c'est la deuxième épouse. La deuxième épouse doit savoir que oui, mon mari m'a mis l'anneau au doigt, oui. On a signé, mais c'est son chef de famille qui avait signé l'acte. Ça veut dire qu'il appartient à une famille, qui a intégré la famille. Donc, à ce moment, d'amener le corps de votre mari, que vous, je suppose, que vous aimiez beaucoup, on a la famille pour permettre aux gens de meurtre, de faire des rituels et tout ce que vous voulez. Donc, vous-même, vous allez dire, j'ai enterré mon mari dignement dans son village. Donc, je pense que c'est comme ça que ça devrait être. Qu'elle se calme, j'imagine qu'elle lit la Bible. Parce que si elle était traditionnaliste comme nous, elle aurait eu le comportement de la deuxième épouse qui sait que les informations que le mari me donne la nuit, je les ramène à la première épouse. Voilà. C'est là la reine-mère. Parce qu'en fait, on interdit même à la deuxième épouse qui l'homme décide de pleurer. Ah bon? Oui, oui. Elle vient, c'est la première épouse qui dit non, ne pleure pas. Elle va appeler son frère, va appeler, voilà. C'est comme ça que nous sommes organisés. Merci beaucoup, bon Bengan. Et ben, il y a quand même Nelwyn Santiago qui dit que la deuxième femme là influence avec son argent. Sinon, comment on laisse un chef de famille en ville? C'est quand même tout à fait inquiétant. Oui, c'est la manifestation, l'influence de la deuxième femme. C'est pour ça que il ne faut pas analyser ce conflit comme si c'était une famille où il y a de la concorde. Il y a dit que le cordon du dialogue est interrompu dans cette famille. Et c'est pour ça que la deuxième femme a pris le pouvoir, justement. Autre réaction, bien sûr, c'est Edwige Ndiké Ouete qui dit les ministres, ce sont les qui, même jusqu'au point où nous avons des problèmes à l'éducation. Elles sont incapables de se lever et venir vers les jeunes étudiants, ne serait-ce que leur remonter le moral. Pour revenir au sujet, bien sûr, porté ce matin sur votre colère de Brice-Camgan, et ça bouge en même temps et ça parle. Il y a également Tatadio qui dit, voilà, qui donne son point de vue sur cette question. Et il y a Marie-Pascale, hein, on va revenir, ne vous en faites pas. Allez, on poursuit l'émission. Dans un instant, nous sommes avec nos amis de Start Time sur ce plateau, mesdames, messieurs. Ils sont déjà bien installés. C'est un plaisir d'être avec eux naturellement. Start Time qui reviendra nous parler d'un produit particulier. Et nous sommes avec Hervé Fabien Mabom.
Bonjour. Vive l'Euro sur Star Times. Du 11 juin au 11 juillet, suivez en direct et en HD tous les 51 matchs de l'Euro 2020 sur les chaînes Sport Star Times. Les plus grands joueurs du continent s'affrontent pour le titre. Lukaku, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kylian Mbappé. Supporte ton équipe en te procurant le kit complet au prix promotionnel de 11 500 francs CFA avec un mois d'abonnement inclus. Rendez-vous dans tous nos points de vente ou contactez-nous au 654 800 800 653 500 800. Star Times, changez de vision. Allez, on parlait bien sûr de StarTime. Hervé Fabien Mabom, marketing et communication manager de l'entreprise. Bonjour à vous et bienvenue ce matin avec vos filles. Bonjour Willy, bonjour à toute l'équipe de... Je suis Michel Ngadjo, pas Willy. Michel. Voilà. Alors justement ce matin StarTime, dit-on, est le diffuseur officiel de l'UEFA Euro 2020. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Effectivement, Star Times ne pouvait pas manquer la diffusion de ce prestigieux championnat d'Europe de football. Donc Star Times, en tant qu'opérateur leader de télévision numérique en Afrique, avec pas moins de 13 millions d'abonnés, se doit de diffuser les meilleurs programmes télé, notamment ceux qui concernent l'information, la musique, les films, les telenovelas, mais aussi le football. Donc la compétition espagnole est terminée. Maintenant, les projecteurs sont braqués sur l'Euro. Mais quels sont les matchs à ne pas manquer dans les prochains jours ? Effectivement, depuis le début de cette compétition, nous assistons à de très belles rencontres. Notamment, hier, nous avons eu 3 rencontres et 9 buts. Les Pays-Bas ont croisé le fer avec la Macédoine du Nord qui l'ont emporté 3-0. Nous avons aussi eu la rencontre entre la Belgique et la Finlande. La Belgique qui s'est imposée 2 buts face à cette équipe de Finlande. Nous avons eu un très beau match de Danemark contre la Russie. Les Danois qui ont donné une leçon de football aux Russes en emportant 4 buts à 1. Donc quelques jours plus tôt, nous avons eu la rencontre entre l'Allemagne et le Portugal. L'Allemagne qui s'est vengée de son premier match contre la France. Donc l'Allemagne qui l'a emporté 4-2 face au Portugal. Nous avons aussi eu le match France-Croatie qui s'est soldé à 1 but partout. Les Français qui ont été assez critiqués pour cette rencontre. Il y a Paul Pogba qui disait que le climat n'était pas à leur avantage. Il faisait chaud, le terrain était sec. Mais on espère que les Français vont reprendre la main demain face notamment à cette équipe du Portugal. Allez, on parle également du comment suivre des matchs de l'Euro sur StarTime, chers frères. Oui, plusieurs possibilités s'offrent à toutes les personnes qui nous regardent à l'instant. Donc la toute première, c'est de vous procurer un kit StarTimes qui coûte actuellement le prix de 1000 francs CFA. Donc le kit StarTimes est composé d'un décodeur HD, donc haute définition, et d'une parabole, donc au prix modique de 1000 francs CFA. Donc une fois que vous avez le kit StarTimes, vous devez souscrire à un abonnement, notamment au bouquet de 10 500 francs pour recevoir plus de 160 chaînes en français et en anglais. Et si vous souhaitez qu'un technicien agréé StarTimes vienne vous installer, vous rajoutez la modique somme de 5 000 francs pour une installation professionnelle. Donc le coût complet de ce kit, donc décodeur HD, parabole, 1 mois d'abonnement sur le bouquet Tout StarTimes et installation professionnelle vous revient à 16 500 francs au lieu de 20 500 francs comme dans les jours classiques. C'est très intéressant de vous entendre sur ces questions-là, Hervé Fabien Mabom. Oui. Et bien, on a quand même envie de se demander comment entrer en possession du kit StarTime. Est-ce qu'il y a des contacts pour ça, des adresses, des points de vente? Qu'est-ce qu'on en dit? Oui, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent. La toute première, c'est de nous appeler à l'un des numéros que je vais communiquer à l'instant, notamment le 654 800 800, 654 800 800 ou le 653 500 800. Vous pouvez vous rendre physiquement dans l'une de nos agences, notamment l'agence de Douala qui est située à côté de l'hôtel Somatel à Bali, ou bien à Yaoundé, à côté au quartier Odza, à côté du carrefour Mvokabam. StarTimes a aussi plus de 400 points de vente sur l'ensemble du territoire national. Donc partout où vous verrez une plaque orange StarTimes, c'est un de nos distributeurs. La promotion s'étend aussi jusque-là. Vous allez simplement vous y rendre pour en profiter. Et je vais rajouter, Michel, que il y a une autre possibilité pour les personnes qui n'ont pas toujours l'occasion
d'être devant leur écran, ils peuvent regarder les matchs directement sur leur smartphone à travers l'application Star Times On. Donc c'est une application mobile qui ne consomme pas vraiment de data, qui est disponible gratuitement sur les plateformes Google Play ou Apple Store. Donc vous téléchargez et vous bénéficiez d'un bouquet spécial pour regarder tous les matchs de l'Euro à 2700 francs. Vous avez directement sur votre smartphone tous les matchs de l'Euro en direct et en haute définition. Merci infiniment, cher Hervé Fabien Mabom de StarTime. On vous retrouve. De l'Euro 2020 sur les chaînes Sport Star Times. Les plus grands joueurs du continent s'affrontent pour le titre. Lukaku, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kylian Mbappé. Supporte ton équipe en te procurant le kit complet au prix promotionnel de 11 500 francs CFA avec un mois d'abonnement inclus. Rendez-vous dans tous nos points de vente ou contactez-nous au 654 800 800 653 500 800. Bon retour, merci à vous madame et messieurs de rester sur notre antenne. On poursuit l'émission avec vous. En même temps, nous vous remercions véritablement pour vos nombreux messages. Et bien là, c'est assez fort quand même. Non seulement les nombreuses réactions que vous avez sur les réseaux sociaux concernant ces sujets que nous avons avec nous ce matin. Il y a Nelwin Santiago qui dit « Ça prouve qu'il y a d'inspecteurs au Cameroun pour avoir un œil sur les épreuves. » Justement, concernant les éléments évoqués par Donna Brice-Kamgan, dans un pays normal, le ministre devrait démissionner car les épreuves sont un modèle ancien pour une future jeunesse. Nous dit justement Nelwin Santiago ce matin. C'est des réactions. Marie-Pascale Bungo dit très bien, je pensais envoyer mes enfants étudier au pays, mais entre l'éducation qui est devenue minable, l'instruction qui est lamentable et les enlèvements et viols sur mineurs qui deviennent quotidiens, du coup, mes enfants sont plus en sécurité chez les Blancs que chez moi. C'est triste. C'est bien sûr une réaction qui vous interpelle, Dominique Pengou? Naturellement, puisque c'est triste de voir comment on banalise l'éducation des enfants. C'est triste de voir, parce que c'est de là que tout commence. Un enfant bien éduqué est une preuve, comment je vais dire ça, est une preuve, ou encore c'est un adulte réussi de la société. Un trésor pour la société. Puisque si on regarde même les différents problèmes qu'on a aujourd'hui, qui sont posés par des adultes camerounais, et cela parle d'une question d'éducation de base. Il y a des personnes qui ont raté un certain nombre de choses en ce qui concerne l'éducation et aujourd'hui pensent que ce qu'elles font sont normales, les choses qu'elles brandissent comme ça aux yeux de la société sont des choses qui peuvent être tolérées par tout le monde, qui peuvent être acceptées par tout le monde. Si on parle même du cas palpable de ce qui est sur la toile et qui est brandi sur la toile un peu de partout, j'ai pas envie d'entrer dans le vif du sujet, mais c'est une question d'éducation de base. Merci. Et Stéphanie Delouc dit, la ministre et son staff n'ont pas le niveau et n'ont pas de niveau pour être où ils sont. Donc vraiment, qu'on nous laisse l'école aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Vous êtes très nombreux à nous ces réactions. Alors on va poursuivre l'émission avec vous, et notamment la revue des réseaux sociaux. Dominique Pengou, qu'est-ce que vous nous réservez ce matin? Alors, la revue des réseaux sociaux ce matin, Michel Gacho, la série des accidents continue au Cameroun. Et hier encore, sur l'axe Tonga-Bagante, on a eu droit à l'accident d'un gros porteur du bus de l'agence Châtel Express qui a fait un accident. Une soixantaine de blessés ont été conduits à l'hôpital de district de Bagante. Et il y a eu 2 morts, 2 dames qui sont décédées sur place. On a envie de se poser la question ce matin, à savoir qu'est-ce que les routes camerounaises réclament. Elles réclament quoi à qui? À la population ou encore à nos dirigeants? Qu'est-ce qui se passe pour que la route tue énormément au Cameroun? Il faut rappeler surtout que nous sommes dans la période des vacances. Dominique Audrey-Yengelek, vous pensez qu'il faudrait faire très attention comme certains? Oui, on le disait déjà hier ici, il faudrait redoubler de vigilance parce que ce soit la qualité ou bien l'état des véhicules, également les aptitudes des chauffeurs et à côté également l'état des routes. Il y a énormément de choses à refaire qui ne concourent pas à une circulation normale qui par analogie pourrait permettre d'éviter un certain nombre d'accidents. Donc il faudrait que les uns et les autres redoublent de vigilance, surtout qu'il y aura plus de trafic
à partir de la fin de cette semaine, puisqu'on est quasiment à la fin du mois, puisqu'on est quasiment à la fin des examens, dont les gens vont commencer à transiter d'une ville à une autre. Donc il va falloir redoubler de vigilance. Peut-être les éléments du ministère des Transports pourraient déjà commencer à sortir au niveau de la prévention routière. On interpelle rapidement le ministre des Transports, Donald Brice-Kamgan, dont on a appris il y a quelques jours qu'il devrait également redescendre sur le terrain pour une nouvelle sensibilisation. Lorsque ceci arrive à nouveau et en l'espace de quelques jours seulement qu'on ait 2 accidents comme cela, ne devrait-on pas craindre le pire si jamais le ne sortait pas? Il faut craindre le pire. Le pire est déjà survenu avec ces morts qu'on a enregistrés à la falaise en janvier. Plus de 55 morts, c'est beaucoup. La courbe, manifestement, va être inédite à la fin de cette année 2021 si on ne fait pas attention. Je vois que là, nous sommes sur une route nationale, la nationale numéro 4 notamment. Et lorsque vous voyez cette route, elle est extrêmement étroite, il faut le dire. C'est une route qui est extrêmement étroite pour être une route nationale. Ça met en exergue la question de la qualité de nos infrastructures routières, à la fois sur leur dimension, mais aussi sur la qualité de ces routes. Mais aussi la responsabilité des chauffeurs et des agences de voyage, parce que là, vous voyez que le conducteur a fait un dépassement à risque, puisqu'il y avait un véhicule de transport interurbain devant lui qui patientait, mais lui, il a choisi d'opérer un dépassement manifestement en 3e position et s'est retrouvé en train de tuer 2 compatriotes qui ne demandaient qu'à vivre. C'est grave. Alors, dans ce cas, Bengan, quelle est l'alerte que l'on peut faire à l'endroit des populations dans ce cas-là? Est-ce que le Camerounais, le citoyen lambda, a un rôle à jouer? Oui, d'abord, changer de dénomination. Au lieu de parler de prévention routière, mieux vaut parler de sécurité routière. Parce que dans la sécurité routière, tout le monde est, j'allais dire, impliqué. D'abord, les chauffeurs, les conducteurs que nous avons. Est-ce que les conducteurs sont recyclés? Généralement, non. Et je pense, à l'époque du ministre Mebengo, il y a une enquête avait été menée où on avait dit que plus de 1000 chauffeurs avaient des problèmes de vue. Et un grand nombre de chauffeurs aussi ne maîtrisaient pas les conduites des engins lourds. Les engins lourds. Et on avait pris l'exemple sur la descente de Boumiébé, par exemple, où certains camionneurs avaient été recyclés. On leur disait, chaque fois qu'ils arrivaient, ils descendaient les pentes, ils arrêtent le moteur, ils descendent. Et j'entendais les spécialistes leur dire, quand vous le faites, vous mettez la voiture au point mort, la voiture n'obéit plus. En cas d'attaque, il n'obéit plus au conducteur. Oui, donc, à un moment, donc, il y a des recyclages. Non, il y a des recyclages où on leur dirait des choses. La falaise de Tchang, j'ai entendu également les spécialistes leur dire, par exemple, si vous utilisez le frein mécanique là, ça va ronger le frein au point où ça risque de lâcher avant que vous ne terminiez la descente. Donc, c'est peut-être bon d'utiliser le frein moteur. Maintenant, bon, moi je ne m'y connais pas, c'est des choses que j'entendais. Pour dire simplement qu'il faut recycler les chauffeurs, parce que c'est à eux qu'on dit souvent qu'il faut adapter la vitesse du véhicule à l'état de la route. Déjà, Dominique, comme on dit, on a des pistes, donc on n'a pas de bonnes routes. Comment adapter donc la vitesse des véhicules que nous avons à l'état de nos routes? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des courses folles que ces chauffeurs opèrent, Dominique Pengou, parce qu'en réalité, il faut aller, je ne sais pas, faire 2 ou 3 4 voyages de temps d'une journée. Tu fais 3 voyages, on t'ajoute 1000 francs. Est-ce que c'est pas ça, à un moment donné, qui pousse nos chauffeurs à perdre toute la raison sur nos actions routières? Justement, Michel, pour avoir une connaissance qui est chauffeur de transport d'une agence interurbaine que je ne vais pas citer ici, il y a justement cette course folle qui est exercée parce que le nombre de voyages que vous faites par jour a droit à un certain nombre de primes également. Je dis n'importe quoi, on peut vous dire, vous chauffeur par voyage, hormis votre salaire mensuel, vous avez peut-être 10 000 ou 15 000 francs par bus que vous déplacez et que vous ramenez avec les personnes chargées à l'intérieur. Donc parfois même, ça fait en sorte que quand les chauffeurs sont même fatigués, puisque cette connaissance-là a eu un jour des problèmes avec son directeur général parce qu'il avait posé le problème du fait qu'il était fatigué, il ne pouvait pas voyager, il ne pouvait pas faire plus de 2 voyages ce jour-là. Il a eu droit à
2 semaines de mise à pied, juste parce qu'il a refusé de prendre un 3e voyage et en émettant le souhait d'aller se reposer. Donc, parfois même, ces chauffeurs-là sont proposés comme ça. On leur propose des primes, on leur dit, vous allez faire, si vous faites 4 voyages par jour, vous aurez tel nombre de primes multipliées par 4. Alors, un chef de famille qui a la quête de quoi nourrir sa famille ne va pas fléchir face à ce genre de proposition. On va pas valider ça. Hein. Non, je ne valide pas. Je condamne justement en disant que si vous proposez ce genre de solution, encore ce genre de procédure à un chef de famille, il ne va pas. Vous avez maintenant, la faute revient à ces dirigeants, à ces responsables de ces chauffeurs, à ces responsables même d'agences qui ne peuvent pas réguler. Il faudrait réguler, il faudrait mettre ce genre de faute. Parce que transporter la vie des gens, non seulement c'est fatigant, mais ça nécessite beaucoup d'attention sur la route. Voilà, donc il ne faudrait pas que quand un chauffeur émette le fait qu'il est fatigué, vous banalisez cela. Merci beaucoup Dominique Pengou. Et on rappelle que ce n'est pas seulement entre Yaoundé et Douala, ou encore entre Douala, Yaoundé, voire entre Douala, Bafoussam, Yaoundé, etc. C'est dans tout le pays, toutes les voies, sur tous les axes routiers du Cameroun. Il est important que le ministre des Transports descende sur le terrain, vraiment sensibiliser les Camerounais sur les dispositions à prendre en ces temps de vacances, quand on sait que des gens partiront des villes pour d'autres villes. Et au-delà justement de cette question, où en sommes-nous avec les routes dont on parlait de revêtement confortatif de la chaussée? On en parlera. Autre sujet. Alors, un deuxième sujet ce matin, Michel, sans toutefois nous immiscer dans la vie privée de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Mais hier, il y a eu apparition d'un communiqué qui a fait jaser la toile. Ce communiqué-là nous montre a priori que l'ex-président de la Côte d'Ivoire réitère sa volonté d'entamer une procédure de divorce avec Simon Yvette Gbagbo et saisir justement les juges matrimoniaux de la Cour pénale internationale ivoirienne, de la justice ivoirienne, pardon, voilà. Voilà, la justice ivoirienne. La justice ivoirienne, oui. Voilà, merci. Et on les a bien sûr en image, le président Gbagbo et son épouse, qui d'ailleurs, à travers ce communiqué, qui a fait bien sûr parler la toile. Justement, est-ce qu'il peut pousser le président Gbagbo à demander le divorce avec Simone, dont on a vu à un moment donné, très proche de lui, dans le combat et tout ce qui allait avec? Maintenant, la question ce matin est de savoir si cela n'aurait pas des conséquences directes sur la vie politique de ces deux personnages très connus de la scène politique ivoirienne, ou encore sur les projets d'avenir. Alors, que vous projetez, que vous suggérez? Qu'est-ce que vous suggérez comme commentaire de Brice Kamgan? Qu'est-ce que ça vous renvoie comme idée, ces images-là, ce communiqué qui a été rendu public sur les réseaux sociaux et qui fait parler plus d'un Africain aujourd'hui, au regard de l'image admirative qu'on a de Laurent Gbagbo? Bon, il faut savoir que les dissensions entre Laurent Gbagbo et son épouse, la première, Simone Gbagbo, ne datent pas d'aujourd'hui. En fin 2018, lorsque Abdourahmane Sangaré, qui était à l'époque le deuxième vice-président du FPI GOR, décède, Simone Gbagbo souhaite prendre la tête du FPI par intérim, chose que le président Laurent Gbagbo, à l'époque encore en prison, a refusé. Vous savez également qu'il y a eu un geste lorsqu'il est arrivé à l'aéroport il y a quelques jours. Il n'a pas serré Simone Gbagbo dans ses bras, à l'opposé de Nadi Bamba, sa deuxième épouse, qu'il a longuement serré dans ses bras. Ces dissensions se sont davantage signalées aussi dimanche. Vous savez que dimanche, le 21 nous a montré les images hier. Dimanche, Laurent Gbagbo était à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, un acte religieux de conversion au catholicisme, mais aussi un acte politique, parce que vous savez que dans les années 2000, lorsque Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, il embrasse avec Simone Gbagbo l'évangélisme. Simone Gbagbo y est toujours. Or, en retournant au catholicisme, qui est sa religion d'origine, Laurent Gbagbo veut certainement montrer qu'il s'écarte de son épouse. Alors, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence?
Je pense qu'au plan politique, il y aura certainement des conséquences parce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, Simone Gbagbo est la deuxième vice-présidente des GOR, Gbagbo ou rien. L'aile dure de cette formation politique est aujourd'hui divisée en diverses factions. Donc, je ne pense pas que c'est une bonne nouvelle pour la réconciliation qui est attendue au plan interne du FPI. Mais on attend de voir. Voilà. Et Mbombo Bedgan, vous aussi, vous aviez regardé avec certainement... Comment vous allez commenter cette sortie-là? Non, beaucoup de choses. D'abord, ce n'est pas la première fois qu'un homme politique de grande envergure divorce. Ouais. Michel Rocard l'a fait. Des fois, même si ce n'est pas dans les mêmes conditions, Dominique Strauss-Kahn l'a fait après son scandale. Mandela l'a fait. Beaucoup d'hommes d'État le font. Et généralement, celui qu'on condamne, généralement, c'est l'homme. C'est l'homme. Parce qu'on se focalise à ce qui est apparent. Or, il y a beaucoup de choses qui encadrent les unions. L'un et l'autre étaient d'abord dans un précédent mariage et se sont rencontrés aujourd'hui dans son temps. Mais ce que moi je voudrais qu'on réserve, c'est la lutte. L'orientation de la lutte panafricaine. Est-ce que ça aura une influence entre les deux? Premièrement, je pense que pas tout à fait. Parce que les deux restent dans la même faction que dirige Aswadou. Et la personne, j'allais dire, qui est un peu mise en minorité aujourd'hui, c'est Afinguessan. Donc, il se retrouve. Maintenant, est-ce que Laurent Gbagbo va faciliter l'ascension politique de Simone? Ce que je souhaite. Parce que lui, l'âge, c'est vrai, ils sont sensiblement la même génération, mais elle est encore plus jeune que Laurent, pour que au moins l'une des deux grandes figures puisse également émerger, encore que c'est une femme battante. Maintenant, vous parlez d'un deuxième, non, il faut quand même qu'on soit sérieux. À quel niveau-là? Laurent Gbagbo, cette femme, sa deuxième femme, lui avait été donnée, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire que la femme lui avait donné cette femme. Mais à l'époque, il avait blagué, comme on fait souvent. Mais la famille était restée sérieuse. Alors, on lui a rappelé, donc à un moment, mais, camarade Laurent, n'oublie pas que tu as une épouse là-bas. Et pendant le parcours de Nadine, comment c'est comme Nadi ça, Bamba. Nadi Bamba, Simone payait ses études. Simone a payé ses études, elle s'occupait d'elle. Mais je pense qu'elle s'occupait d'elle, sachant que, comme on disait tout à l'heure, pour l'histoire du jour, comme en bonne africaine, c'est une femme qui accompagnera mon mari dans les derniers jours. Mais à l'époque, les deux étant dans des églises qui ne permettent pas la polygamie, et bon, maintenez ça comme ça. Maintenez ça comme ça. Aujourd'hui, où ça arrive un jour où un choix doit être fait, bon, et l'autre chose, parce que là aussi, on appelle Gbagbo Laurent a embrassé Simone à l'aéroport. Le problème qui s'est passé, c'est quoi? Quand Laurent Gbagbo arrive, on lui dit, il sent qu'il y a le public, il décline, il ne passe plus par le salon d'honneur. Il dit, je veux être avec le peuple. Et justement, ceux qui étaient au salon d'honneur et aussi quittent, ils viennent donc se fondre avec le peuple, le public qui l'attendait dans la voie des passagers. Et c'est comme ça dans cette marmaille. On a tous regardé les images. On les a vus en accolade. On les a vus en accolade, Pas autant de chaleur qu'avec Nadine. Nadine, ils ont voyagé ensemble. Mais la question fondamentale... Il n'a pas rencontré les deux épouses. Il a voyagé avec une. La question fondamentale, c'est de savoir, est-ce que, même s'il y a eu un autre communiqué qui ne sortait pas la suite et qui s'est avéré être un fake, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'éloignement, l'écartement, le divorce souhaité prononcé ici aura des conséquences vraiment néfastes pour l'un ou l'autre en politique? D'abord, Gbagbo, Laurent avait voulu que le divorce soit à l'amiable. Négocié. Voilà, soit négocié. Soit négocié justement. Parce que justement, il savait ça, que passer devant les tribunaux va donner l'impression que vraiment, ils ne s'égalent pas, comment vous pouvez... Donc, on prend ça comme des hommes ordinaires. Non, par exemple, nous, les autorités traditionnelles, on ne divorce pas. Si ta femme dit que, voilà, on peut fermer les yeux pour le dire, mais on n'ira jamais devant les tribunaux demander le divorce. Mais il y a quand même eu un ton lapidaire dans ce communiqué de Nabi. Et même lorsque Laurent Gbagbo dotait cette femme,
il va être bon. Elle était Simone a participé. Ouais. Elle savait, donc ce n'était pas caché. Quand elle a fait le mariage coutumier traditionnel, elle était au courant, elle a participé même pendant la campagne électorale. Ouais. Les tâches étaient réparties. La deuxième épouse s'est occupée de la communication de leur époux commun, et elle était dans le cabinet stratégique. D'abord, c'est au niveau de leur équipe stratégique qu'on définissait qui doit faire ci, qui doit faire ça. Je vous disais que Simone Barbeau n'est pas qu'une femme au foyer, elle n'est pas qu'une épouse, c'est une femme politique dans l'âme. Elle est non seulement la deuxième vice-présidente du FPI Gore, mais, on l'a rappelé, elle est parmi les fondateurs du FPI dans les années 90. En 82, voilà. En clandestinité. Il ne faut pas penser que ce divorce n'aura pas de conséquences sur le FPI, je ne pense pas. Donc, bon, on a déjà le FPI faction Afinguessan, oui. On a le FPI faction Gore, Barbeau-Rien. Est-ce qu'au moins, il ne fallait pas au moins rassembler les deux factions avant de prendre une quelconque décision? Non, parce que le pouvoir, c'est qui arrive là, c'est ce qui arrive à l'UPC, qui était arrivé au Manidem et parti de CPP de Kawala. Ouais. Quand le parti au pouvoir vous divise, veut phagocyter, justement, il crée des divisions. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'UPCisation du FPI qui est là. Maintenant, comme Simone est encore vivante, Laurent aussi, et les deux sont dans la même faction, c'est une autre bataille. Si tel est que le pouvoir en place veut soutenir Afinguessan, les deux sont dans la même faction contre le pouvoir et contre Afinguessan. Afinguessan est soutenu par le pouvoir. Le pouvoir considère que le FPI version Afinguessan, c'est le FPI légal. Et donc aujourd'hui, la dissension entre Laurent Barbeau et Simone Barbeau va certainement servir les intérêts du pouvoir. Je pense que Laurent Barbeau n'avait pas besoin de se précipiter à peine après son retour, demander ce divorce. Je pense qu'il aurait pu travailler d'abord sur l'union interne au sein de la formation politique avant d'entreprendre ses actions. Et justement, c'est donc là où on dit que nul n'est prophète en politique, mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et prendre des mesures nécessaires pour éviter le pire. Merci beaucoup. On règle les problèmes qui nous sont communs individuels, on s'engage dans la bataille politique où on est ensemble pour combattre l'ennemi commun. Bon, il reste à voir la réaction de Simone Barbeau aussi. Allez, merci évidemment à tous. L'émission se poursuit et dans un moment, nous irons saluer Constilamine qui nous retrouvera encore ce matin avec le concept Salaka et surtout les produits de 1001 tapis. C'est un plaisir de vous avoir, nouveau Constilamine. Bonjour à vous et bienvenue. Alors, bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Et parmi ces clients, je vais adresser un bonjour et un merci particulier à un client très exemplaire, un très grand client du concept Salaka, l'adjudant-chef Akono Daniel Didier, qui est par ailleurs le commandant de brigade de Ndokbon, c'est à Douala au Cameroun. Bien des choses à vous, mon adjudant-chef Akono Daniel Didier, client du concept Salaka. Après donc ces salutations à l'endroit de ce brave gendarme camerounais, il est question ce matin de présenter le Salaka du jour. Alors tous les clients qui vont faire les achats, sans exception, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, recevront gratuitement ce morceau de savon de 400 grammes. Oui, quelle que soit votre ville, quel que soit le quartier, quel que soit le village, dès que vous commandez un article tout au long de cette journée, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, vous recevez gratuitement un morceau de savon de 400 grammes. C'est le concept Salaka qui le fait grâce à ses nombreux partenaires. Morceau de savon de 400 grammes à tous les clients. Que vous soyez 500, que vous soyez 300, que vous soyez 100, chacun de vous recevra un morceau de savon de 400 grammes. Vous n'êtes pas à Douala, vous allez le recevoir dans votre ville pendant votre livraison. Nous allons tout de suite passer à la vente de ce jour. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que la double réduction continue toujours au magasin 1001 tapis. Ça veut dire quoi la double réduction? Par exemple, le tapis qui coûte en promotion 16 000 francs, vous l'achèterez à moins de 15 000, à moins de 16 000, notamment 15 000 francs au magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun, au quartier Aqua. Des tapis neufs, des tapis de qualité à 15 000 francs au lieu de 16 000 francs. Ça se passe à 1001 tapis et nulle part ailleurs. À côté bien sûr des tapis, on parle bien sûr des fers à vapeur. Oui, pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, au voisin point virgule, vous avez des fers à vapeur à 6 500 francs
au lieu de 7 000. 7 000, c'est le prix de promotion. 6 500, c'est le prix de la double réduction. C'est un fer à vapeur neuf. Il est dans le carton. Il est avec garantie. Vous l'avez à 6 500 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis, en plein cœur du quartier Aqua, en face le Palais d'Ika. À côté, bien sûr, des fers à vapeur, vous avez des robots mixeurs double. Regardez comment c'est costaud. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est stylé. Au lieu de 18 000 francs, vous avez ce robot mixeur neuf à 17 000. Je rappelle qu'ailleurs, vous le retrouverez à plus de 35 000. Mais ce Moulinex, vous l'avez à 17 000 francs. Des ordinateurs complets. Ceux qui ont besoin de saisir les documents, que ce soit pour les élèves, les étudiants, les commandants de brigade, les policiers, les bensikineurs, les taximens, les commerçants, un ordinateur complet, vous l'avez à moins de 45 000. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, au quartier Aqua. Un ordinateur avec garantie, vous l'avez à moins de 45 000 dans notre magnifique magasin. Nous restons toujours dans la double réduction pour parler cette fois-ci d'un autre fer à vapeur. C'est un grand fer à vapeur, il est costaud. Au lieu de 25 000, vous l'avez à 13 000. Au lieu de 13 000 francs, vous l'avez à moins de 13 000 francs au magasin 1001 tapis. Que ce soit les couturiers, c'est-à-dire les tailleurs, les pressines, vous l'avez à moins de 13 000 francs. Ce costaud fer à vapeur au magasin 1001 tapis à Aqua. Les numéros de téléphone, vous les avez achetés sans vous déplacer et recevez un morceau de savon de 400 grammes gratuitement. Nous restons toujours dans la promotion. Vous aviez envie de danser, d'écouter la radio Equinox, vous voulez vous détendre au maximum, vous avez la solution. Et la solution, c'est quoi? C'est avec ce baffle musical rechargeable. Regardez l'image, regardez le design, regardez la configuration de ce baffle musical tout à l'heure à la télévision. Vous l'avez à 13 000 francs au lieu de 16 000. Un baffle musical rechargeable, c'est bien sûr du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika et nulle part ailleurs votre baffle musical rechargeable. On parle également de plus en plus d'un woofer, un magnifique woofer. Vous l'avez donc toujours au magasin 1001 tapis, un woofer à 35 000, le bien sûr de 37 000 francs. Le woofer qui a 3 baffles, le woofer qui a la télécommande, le woofer qui a la clé, qui a la sortie USB, vous l'avez à 35 000 au lieu bien sûr de 37 500 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. La suite nous conduit à notre article, toujours au magasin 1001 tapis, avec le concours de la réalisation. Voici donc la suite des ventes du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Un laptop, une rallonge, vous l'avez à 5 000 francs au lieu de 5 500 francs. Sécurisez vos appareils. N'achetez plus les rallonges qui vont faire pouf. Non. Les rallonges qui vont faire pouf, c'est terminé. Une rallonge à 5 000 au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Le laptop Corps de Dio. Chers téléspectateurs, chers clients du concept Salaka, vous êtes en Gandéré, vous êtes en Guelemendouka, vous êtes à Yaoundé. Voici l'occasion plus que jamais d'acheter un laptop Corps de Dio à moins de 90 000. Il a 320 Go de disque dur, lecteur DVD, webcam Wi-Fi de très bonne qualité. Vous l'avez à moins de 90 000 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika au quartier Aqua. Nous restons toujours dans la vente de ce matin. Regardez bien sûr le second article, c'est quoi avec la réalisation, chers téléspectateurs? Un ordinateur encore à moins de 45 000. Vous l'avez au magasin 1001 tapis. Les régulateurs de tension numérique. Quel est le rôle d'un régulateur de tension? Ça permet de réguler le courant, ça permet de protéger les appareils. Vous les avez à moins de 15 000 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est neuf, c'est dans le carton, c'est avec garantie au magasin 1001 tapis. La suite nous conduit bien entendu à un baffle musical rechargeable. Tout à l'heure, vous avez vu sur la présentation. Voici la présentation physique de ce baffle musical rechargeable, chers téléspectateurs. Le voilà. Vous l'avez à 13 000. Ce baffle musical que voici a le Bluetooth, à la radio. Ça prend le micro, ça prend la clé USB. Vous l'avez à 13 000 francs au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Tous ces articles-là, le détendeur intelligent IGT à 11 500 francs et surtout les bouloirs à partir de 6 000. Tous ces articles-là sont en vente au magasin 1001 tapis. Nous livrons dans tout le Cameroun africain détendeur intelligent à 11 500 francs, chers téléspectateurs. Venez à 1001 tapis acheter la qualité grâce au concept Salaka.
commandez, 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 commandez et soyez livrés. N'oubliez pas le savon de 400 grammes gratuitement à tous les clients. Thank you, Frankie. Enfin. Allez, on va, mesdames et messieurs, vous dire merci infiniment pour ce programme, pour ceux qui ont trouvé justement intéressant de rester là encore. Nous vous donnons rendez-vous demain, ce sera bien sûr 10h sur notre antenne. Restons focus sur l'évolution du Cameroun et on le sait dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, on aura certainement ce rapport final de la Chambre des comptes de la Cour suprême concernant la gestion des 180 milliards de francs CFA des fonds Covid-19. On reste focus sur ce sujet, restons éveillés quoi qu'il en soit. Merci à vous de Nabrice Kamgan, de Dominique Pengou, Dominique Audrey, Bengan Kanji. Rendez-vous demain, 10h, sur la même antenne.